Bonjour à tous. Donc après avoir étudié le droit de la propriété intellectuelle, nous allons nous attarder sur l'Internet des objets et données personnelles, donc présenté par Sébastien Hérault, Laura Cassaillan et moi-même, Margot Gettner. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Donc une donnée personnelle est définie par la loi informatique Fichiers et Libertés de 1978 comme toute information relative à une personne physique qui sera identifiée ou bien identifiable, soit directement, soit indirectement. Donc pour le sommaire, je vais tout d'abord vous présenter l'aspect menace par rapport aux données personnelles. Puis Laura vous présentera le droit positif et enfin Sébastien les évolutions pour une meilleure protection de nos données personnelles. Concernant les menaces de l'Internet des objets pour les données personnelles, nous étudierons tout d'abord les risques identifiés par le G29. Donc je le rappelle, le G29 est le groupe de l'article 29 où groupe des autorités européennes de protection des données. Nous verrons également les risques pour la sécurité. Nous ferons un focus sur le data mining et enfin nous évoquerons certaines solutions. Donc, par rapport aux risques identifiés par le groupe de l'article 29, donc, je vais vous parler de menaces qui ont été identifiées à deux sujets. Déjà par rapport à un avis du 16 septembre 2014, donc assez récent, sur les objets connectés, au sujet de la directive 95/46 CE. Et également par rapport à un forum qui s'est déroulé le 8 décembre dernier à l'UNESCO, si je ne me trompe pas, qui est l'European Data Governance Forum. Donc la première chose qui a été identifiée est finalement le manque de contrôle. C'est ce qui va regrouper un petit peu tout ce que nous allons voir. En effet, on se demande ce que font les entreprises des données personnelles, où vont nos données personnelles finalement. Donc il existe un risque par rapport aux finalités d'utilisation. Par rapport à quoi servent-elles ces données ? Quel est le consentement précis que la personne a donné pour l'utilisation de ces données personnelles ? Et finalement, on arrive à une asymétrie de l'information. C'est un petit peu le petit consommateur face aux grands groupes industriels qui profitent de son ignorance. Bon, ignorant oui, mais malgré tout, 84% des internautes sont tout de même inquiets des usages qui vont être faits de leurs données par rapport aux objets connectés. Ensuite, par rapport au risque identifié par le G29, il y a aussi le problème de la faible qualité du consentement, donc la qualité du consentement de l'utilisateur. Ce qui pose souci finalement, c'est que les objets connectés en eux-mêmes ne donnent pas assez d'informations, donc soit par l'objet lui-même, soit par une notice d'utilisation, à la personne qui va l'acheter pour rassurer quant à la finalité d'utilisation des données personnelles. Il faudrait que ce soit amélioré à ce niveau-là. Ensuite, elles ne mettent pas un mécanisme toujours interne suffisant pour collecter un consentement de qualité au sens propre et de la part de l'utilisateur et donc assurer ce consentement et la volonté. Donc il en résulte finalement un manque de confiance et on peut faire le rapprochement assez facilement dernièrement avec l'affaire Edward Snowden. Donc je le rappelle, sur les écoutes de divers pays et gouvernements par la NSA. Enfin, on pourrait se demander finalement, est-ce que on n'est pas en train de virer vers une société de surveillance massive et généralisée ? Concernant maintenant la sécurité des données personnelles. Donc, je vais vous évoquer tout d'abord quelque chose par rapport au piratage. Donc le piratage, 3 exemples. Tout d'abord l'habitation. On l'a déjà vu avec les webcams comme nous présentait Slim, ou bien par rapport à des objets qui vont centraliser la fermeture de la maison. Et donc finalement, voilà, ces objets vont sécuriser l'habitat, mais est-ce qu'ils ne vont pas également permettre une intrusion peut-être plus facile par les pirates qui n'auront plus qu'à vérifier. Alors, est-ce qu'il y a des personnes dans l'habitat ? Oui, non. Non, tant mieux. Ensuite, pouvoir déverrouiller facilement l'entrée, c'est quand même plus facile d'accès, disons, informatiquement et surtout à distance. Ensuite, donc par rapport à la voiture, donc voiture connectée cette fois parce que je veux parler d'interconnexion entre plusieurs voitures. En effet, les scientifiques sont en train de les mettre en place pour que les voitures entre elles échangent des données et que ces données-là évitent les accidents. À ce sujet-là, toujours, il y a un risque de piratage. Et je vais vous donner un exemple précis. En juin 2013, aux États-Unis,
il y a un journaliste d'investigation qui s'appelle Michel Hastings, qui a été retrouvé mort carbonisé dans sa voiture. Apparemment, il détenait des informations sur les plus hautes autorités de l'État. Et il y a eu, pourquoi pas, un complot qui a été évoqué sur le fait que peut-être le FBI qui faisait une enquête sur cette personne avait fait exprès de détourner la voiture. Bon, évidemment, je n'ai pas la preuve. Les enquêtes n'ont jamais dévoilé si ça avait été réel, mais les enquêteurs ont dit que c'était totalement possible. Ensuite, je vais vous parler du réseau Shodan. Donc, on en a déjà parlé juste avant. Il a été créé par John Matterly en 2009. Il explore, référence et rassemble tous les objets connectés liés à une connexion Internet. Donc, on n'est pas censé pouvoir contrôler à partir de ce moteur de recherche. Toutefois, ça peut être possible, comme nous l'a démontré Slim. Et pour en venir au logo que j'ai utilisé, l'usine. Bon, l'usine n'est pas un objet connecté, mais juste pour le savoir, il y a certains centres de sécurité qui sont connectés à Internet et des pirates, grâce à ce moteur de recherche spécifique pour les objets connectés, ont réussi à se connecter au système de sécurité de l'usine. Donc, ce qui vous montre bien finalement le grand risque qui existe. Ensuite, concernant un point sur l'usurpation et la confusion d'identité. Donc l'usurpation d'identité, on le sait, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça a été facilité par l'informatique, mais ça le sera de plus en plus facilité par les objets connectés parce qu'on va imiter des choses différentes, c'est-à-dire notre manière de vivre, de marcher. Éventuellement, on va pouvoir transférer des données à une personne, notre assureur, notre médecin, qui ne nous appartiennent pas. Donc il y a vraiment un risque de confusion d'identité. On peut finalement faire porter le chapeau à une personne, j'en sais rien, pour un crime, pour quelque chose, grâce à ces objets qui vont collecter des informations plus précises sur les personnes. Concernant ensuite le data mining, donc littéralement le data mining, c'est l'exploration de données. L'exploration de données, ça va être donc un regroupement de données. On va procéder à des algorithmes et des statistiques, et suite à cela, on va arriver à un profilage très fin des individus. Là où ça pose problème, c'est qu'il va y avoir une analyse des comportements, donc un profilage type. On va pouvoir faire du reciblage publicitaire, par exemple, le retargeting, mais l'autre problème que ça peut causer, c'est par rapport on va pouvoir mettre une personne dans une case prédéfinie. Pour cela, le logiciel va parfois évincer certains détails qui caractérisent en tant que telle la personne. Et justement, voilà, on va se retrouver rangé dans une catégorie qui n'est pas forcément réaliste et plus si proche de ça que de la réalité. Autre souci par rapport au data mining, c'est toujours par rapport, cette fois-ci, aux données anonymes. Jusque-là, tout va bien. La personne va donner son consentement pour que les données qui soient collectées soient complètement anonymes. Elle est rassurée. Mais là, entre en action le data mining, qui fait donc tout son processus d'algorithme, et on arrive finalement à retrouver la personne qui était à l'origine de ces données anonymes. Donc, là, on arrive à une désanonymisation, ou appelée données anonymes personnalisées. Et donc on peut se demander à partir de quand est-ce qu'on devrait considérer que les données soi-disant anonymes soient en réalité personnelles. Et c'est derrière cette question, ce laps de temps, que se cachent finalement les sociétés. Enfin, par rapport aux solutions proposées, il faudrait tout d'abord, évidemment, nous avons vu que les entreprises doivent se responsabiliser et disons faire plus de choses pour respecter le consommateur. Mais finalement, est-ce qu'il ne serait pas bien de sensibiliser les consommateurs eux-mêmes d'objets connectés, c'est-à-dire peut-être réaliser plus de campagnes de sensibilisation. La CNIL en réalise déjà pas mal, communique via Twitter pour toucher le public cible. Et puis également, il faudrait profiter de cela pour demander aux personnes d'adopter les bonnes pratiques, utiliser un mot de passe efficace et non pas 1, 2, 3 ou password qui sont encore à l'heure actuelle les mots de passe les plus utilisés dans le monde. Être plus vigilant. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Laura concernant le droit positif. Donc, concernant la protection qu'offre le droit des données personnelles aux individus,
C'est la loi informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 1978 qui assure cette protection. Cependant, celle-ci a été modifiée par la directive 95/46/CE afin d'harmoniser la protection au sein des différents pays membres de l'Union européenne. C'est seulement le 6 août 2004 que celle-ci a été transposée en France. La loi offre un encadrement du traitement et de la collecte des données personnelles. En effet, l'article 6 pose les principes selon lesquels les données doivent être traitées de manière loyale et licite et selon des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données doivent être traitées et collectées de manière adéquate, pertinente et non excessive, ainsi que de façon exacte et complète. Ainsi, les données ne correspondant pas à ces exigences doivent être effacées. De plus, la conservation de celles-ci ne doit pas excéder la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées. Par ailleurs, l'article 7 de la loi prévoit également un droit au consentement. Donc, tout traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée. Cependant, comme l'a évoqué Margot, le G29 a montré une faille dans l'application de cette loi, étant donné que souvent le consentement de l'utilisateur n'est pas recueilli de manière explicite. De plus, celui-ci n'a aucun contrôle sur la diffusion de ces données. Pour en revenir à la question des finalités, réaliser une collecte pour des finalités déterminées. Donc, prenons l'exemple de ce bracelet connecté. Celui-ci va collecter des données relatives au rythme cardiaque de l'individu, mais également à la géolocalisation. Cependant, la position géographique de l'individu ne correspond pas aux finalités de cet objet. C'est la raison pour laquelle elles doivent être effacées. Le non-respect du principe de finalité est sanctionné par l'article 226-21 du Code pénal, qui prévoit une amende de 300 000 € et 5 ans d'emprisonnement. La loi prévoit également des standards sécuritaires qui sont imposés aux responsables du traitement. Donc tout d'abord, qui est le responsable du traitement? Donc il s'agit de la personne physique ou morale, telle que l'usager ou le fabricant, qui détermine les moyens nécessaires au traitement des données, mais également leur finalité. Donc c'est lui qui veille au respect de la loi informatique et liberté et qui se doit d'ailleurs de transmettre aux correspondants informatique et liberté tous les traitements qu'il effectue, ainsi que leurs modifications ou suppressions. C'est l'article 34 de la loi qui lui impose une obligation de sécurité. En effet, elle lui ordonne de prendre toute précaution utile, non seulement quant à la nature des données, mais également aux risques liés à leur traitement. Donc ceci dans le but de préserver la sécurité des données, mais aussi d'éviter qu'elles soient endommagées ou déformées, ou même alors qu'une tierce personne y ait accès sans autorisation préalable. Donc si jamais le responsable du traitement manque à cette obligation, c'est la vie privée des utilisateurs qui pourrait être mise en danger, comme l'a évoqué Margot. C'est la raison pour laquelle l'article 226-17 du Code pénal donc sanctionne ce manquement par une amende de 300 000 € ainsi que 5 ans d'emprisonnement. Mais dans le cas où il s'agirait d'une personne morale, cette amende serait multipliée par 5, atteignant jusqu'à 1 500 000 €. La loi prévoit également des droits qui sont garantis aux personnes sur leurs propres données. Donc tout d'abord, il y a l'article 38 qui prévoit un droit d'opposition. Donc tout utilisateur d'objets connectés va pouvoir s'opposer à ce que ces données soient traitées du moment qu'il les justifie d'un motif légitime. L'article 39 prévoit un droit d'accès qui permet à tout utilisateur d'interroger le responsable du traitement pour savoir ce que ce dernier détient sur lui. Et il faut savoir que la réponse devra être faite par écrit et une copie devra être transmise au correspondant informatique et liberté. Enfin, il y a un droit de contestation donc prévu par l'article 40 qui permet à tout utilisateur d'exiger du responsable du traitement qu'il modifie ses données, qu'il les rectifie ou qu'il les efface du moment qu'elles sont périmées, équivoques ou alors que leur conservation ou communication est devenue interdite. Enfin, il y a également une protection qui est prévue à l'échelle transfrontière. Donc, le principe est posé par l'article 68 de la loi. Le transfert des données en dehors des pays membres de l'Union européenne est interdit. Donc, si je prends encore l'exemple de ce bracelet connecté, on voit que les données ne pourront pas aller en dehors de l'Union européenne.
Seulement, ce principe revêt des exceptions, puisque parfois les données personnelles pourront être transmises en dehors de l'Union européenne, si légalement cela est à destination d'un pays qui revêt une protection suffisante, mais également contractuellement, si cela est encadré par des contrats spécifiques entre l'importateur et l'exportateur des données, et dans le cas où il s'agirait d'entreprises qui ont adhéré au Safe Harbor. Donc il s'agit d'une convention qui a été signée entre la Commission européenne et les États-Unis en 2001 et qui permet donc à tous les adhérents de recevoir les données personnelles en provenance de l'Union européenne. Donc si je prends l'exemple de l'Apple Watch qui va être commercialisé incessamment sous peu, on voit que l'entreprise Apple pourra recevoir ces données puisqu'elle a adhéré au Safe Harbor. Donc cependant, étant donné que cette protection présente quelques limites, il est intéressant de s'intéresser aux évolutions que Sébastien va vous présenter. Alors je vais vous présenter quelles évolutions pour une meilleure protection de nos données personnelles. Il faut savoir qu'actuellement, au niveau européen, la directive 95/46/CE est sur le point d'être supprimée pour laisser place à un nouveau règlement pour plus d'harmonie et un degré de protection supérieur au niveau européen. Pour le moment, ce règlement est encore à l'état de projet, mais devrait rentrer en vigueur courant 2015 ou 2016. On sait qu'il ira vers une plus grande protection de nos données personnelles en intégrant des principes tels que le privacy by design ou l'accountability que je vais vous présenter. Alors le privacy by design, c'est l'articulation entre des standards juridiques et techniques. C'est la prise en compte le plus tôt possible, dès la conception de l'objet, de la protection des données personnelles. On va protéger les données personnelles le plus en amont du traitement possible. Pour illustrer l'utilité d'un tel principe, on peut prendre l'exemple des puces RFID dont on a beaucoup parlé depuis ce matin pour Radio Frequency Identification. Il faut savoir que ces puces sont présentes dans la plupart des objets connectés et servent aux objets connectés à interagir entre eux et au partage de nos données personnelles à distance. Et c'est le problème notamment avec les panneaux publicitaires connectés. C'est-à-dire que lorsque je vais passer à proximité d'un de ces panneaux publicitaires avec une montre connectée, un smartphone ou bien ici une voiture, ce dernier va pouvoir capter mes données personnelles pour me proposer en temps réel une publicité ciblée. Et on voit tout de suite l'intrusion néfaste que ça peut avoir dans ma vie privée. Enfin, ça dépend encore de ce qui va s'afficher à l'écran. C'est pour ça que la solution à une telle intrusion serait le droit au silence des puces. Ça serait, par exemple, l'intégration dès la conception de l'objet du droit au silence des puces, la possibilité de déconnecter les puces RFID, et cela serait matérialisé par un bouton on-off. Évidemment, je vous parle d'un bouton on-off qui permettrait une utilisation hors ligne de périphériques connectés et qui éloignerait ainsi tout danger de vol des données ou encore d'autres dangers dont nous a parlé Margot dans une première partie. Mais il faut savoir que si le privacy by design est présent dans ce projet de règlement, ce n'est pas le cas du droit au silence des puces ou bien d'un droit analogue qui est le droit de la destruction des puces. Alors, deuxième principe qui est présent dans ce projet de règlement, c'est l'accountability. Alors, si le privacy by design concernait la protection en amont des données personnelles, l'accountability, à l'inverse, de manière complémentaire, participe à une protection en aval des données personnelles pour former un réel quadrillage dans la protection. Explicitement, l'accountability n'est pas présent dans ce projet de règlement, mais on peut le traduire par responsabilité. Responsabilité, mais l'accountability participe aussi à une logique de plus de transparence. C'est-à-dire qu'on va au maximum retirer l'opacité qui entoure bien souvent le traitement de nos données personnelles. C'est aussi le glissement d'un régime préventif basé sur une obligation préalable de déclaration avant tout traitement vers un régime répressif accordant plus de liberté et aussi plus de responsabilité. Responsabilité car le responsable du traitement va devoir mettre en œuvre certaines mesures pour prouver qu'il est en adéquation avec ce règlement futur et aussi qu'il respecte la législation en termes de protection des données. Alors,
Concrètement, l'accountability, ça se matérialise par des mesures telles que la tenue d'une documentation d'un registre retraçant tous les traitements des données à caractère personnel, c'est-à-dire que ça va participer à beaucoup plus de transparence, ça va faciliter les contrôles a posteriori, mais pour les entreprises, c'est aussi une charge administrativement très lourde à assurer. Il y a aussi, deuxièmement, la désignation d'un délégué à la protection des données personnelles pour toutes les entreprises de plus de 250 employés. Il faut savoir qu'en France, actuellement, il y a des conseillers informatiques et liberté qui sont présents dans certaines entreprises, mais leur présence n'est pas encore obligatoire. Avec ce projet de règlement, si jamais la désignation d'un délégué à la protection des données personnelles devenait obligatoire, ça constituerait un réel relais compétent en matière de problématiques concernant les données personnelles pour éviter toute dérive dans le traitement de ces données. Enfin, dans ce projet de règlement, il y a aussi des sanctions particulièrement dissuasives. Il faut savoir qu'en ce moment, les sanctions sont plafonnées à 1,5 million d'euros pour les personnes morales. Tout à l'heure, Laura a parlé de 300 000 euros, mais c'était pour les personnes physiques. Et ce projet de règlement préconise des sanctions pouvant aller de 100 millions d'euros ou de 5% du chiffre d'affaires, en sachant que le juge préconisera toujours la somme la plus élevée des deux. Et la sanction particulièrement dissuasive prend tout son sens, parce que quand on imagine 5% du chiffre d'affaires des GAFA, ça peut être des sanctions vraiment très très importantes. Et enfin, dans ce projet de règlement, il en va de l'intérêt des entreprises au-delà de ces sanctions et de ces contraintes de protéger les données personnelles, notamment en termes d'image de marque. Parce que ce projet de règlement préconise aussi une obligation de notification en cas de vol ou de faille de sécurité. C'est-à-dire que publiquement, ces entreprises vont devoir afficher leurs manquements. Et ça serait une atteinte irrémédiable de leur image de marque. Donc il faut vraiment se mettre en tête l'image d'un cercle vertueux dans la protection des données personnelles, car comme l'a bien résumé la présidente de la CNIL, Isabelle Falk-Pierrotin, la fiabilité dans la protection des données personnelles est une exigence commerciale et économique déterminante et un avantage concurrentiel. Merci de nous avoir écoutés.